La concurrence est source de croissance économique pour deux raisons. Parce que, en fait, j'innove pour échapper à la concurrence. La concurrence est un incitant pour notamment des firmes qui sont à la frontière technologique d'innover pour échapper aux concurrents. Voilà, j'innove sur moi-même parce que tu viens me faire la concurrence. Donc une manière d'échapper à la concurrence que tu me fais, c'est d'innover par rapport à toi et par rapport à ce que je suis maintenant. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle la concurrence stimule. Elle stimule totalement l'innovation des firmes qui sont déjà à la frontière technologique. D'accord ? La deuxième raison, c'est que la concurrence, c'est l'entrée. On sait que l'innovation, c'est la destruction créatrice. Toute barrière à l'entrée est automatiquement une barrière à l'innovation puisqu'elle empêche des nouveaux de remplacer des anciens. Donc c'est pour ces deux raisons, c'est-à-dire ça incite l'entrée de nouveaux, qui est une source énorme d'innovation, et ça incite également ceux qui sont en place d'innover eux-mêmes pour échapper à la concurrence des nouveaux. Vous voyez, donc, à double titre, la concurrence est bonne pour l'innovation et la croissance. En fait, l'État peut jouer sur plusieurs tableaux. Donc on a d'une part l'État qui doit être investisseur. Donc d'abord, il doit agir sur le volet éducation, donc comme on l'a vu. Il doit agir sur le volet santé, donc vraiment permettre à chacun d'avoir une assurance santé la plus développée possible. Donc l'État doit vraiment investir. Et alors il y a aussi la question de la politique industrielle, donc avec l'exemple de la fameuse DARPA, donc vraiment des lourds investissements que les entreprises ne feraient pas par elles-mêmes et donc qui doivent être faits par la puissance publique. Tout ça demande une capacité fiscale, donc c'est important que l'État puisse également lever l'impôt pour justement assurer cette mission d'État investisseur, puisque si on se contente d'un État vraiment restreint à ses prérogatives régaliennes, à ce moment-là on ne peut pas faire tout cet investissement, donc il faut vraiment que l'État à ce niveau-là soit développé. Après il y a une deuxième chose, c'est que l'État doit être également un assureur, et donc il doit permettre d'assurer d'abord contre des chocs macroéconomiques globaux, c'est ce qu'on a vu par exemple au lendemain de la crise financière de 2008, donc il faut que l'État puisse mener des politiques contracycliques en matière budgétaire. En matière monétaire, c'est la Banque Centrale Européenne dans le cas de l'Europe qui l'amène, mais en tout cas, il faut vraiment que l'État ne se prive pas de cette capacité de soutenir la demande et de soutenir l'offre pour justement avoir une politique équilibrée. Et donc la deuxième chose avec l'État qui doit être assureur, c'est qu'il doit aussi assurer au niveau des risques microéconomiques et donc il doit permettre, par exemple, aux gens d'avoir une assurance chômage et donc de pouvoir réaliser des transitions professionnelles harmonieuses en étant accompagnés et en ayant aussi des dispositifs adéquats. Je rajoute, c'est très léger, c'est que pourquoi on a besoin de l'État investisseur? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des externalités. Si moi j'investis dans l'éducation, je n'internalise pas les effets que ça a sur les autres. Et pour ça, donc, les gens ont tendance à sous-investir en éducation. Et donc d'où l'importance évidemment du rôle de l'État. La politique industrielle, c'est l'idée d'aider certains secteurs, d'accord? Alors, effectivement, il y a eu toujours la crainte que la politique industrielle aille contre la concurrence, parce qu'il y a eu une certaine pratique de la politique industrielle où on choisissait des champions nationaux, on les privilégiait, et du coup, on biaisait la concurrence. Et c'est vrai qu'il y a eu, à un moment donné, l'idée de dire, vaut mieux pas, parce que, d'abord, est-ce que l'État est bien placé pour pick winners, pour décider de qui est gagnant et qui n'est pas gagnant? Et deux, il y a évidemment le danger du lobbying, c'est-à-dire qu'il va donner à celui qui crie le plus fort. Donc, au nom de la concurrence, des gens, avec des arguments qui étaient tout à fait justifiés, ont dit qu'il faut éviter la politique industrielle. Mais elle a lieu de toute façon, donc autant lui donner des règles. Le fait, c'est que de toute façon, les États la pratiquent, donc au mieux la reconnaître et lui donner des règles. Et donc l'idée, c'est de dire, réfléchissons à la gouvernance. Il y a des secteurs, on sait où c'est important, par exemple, il y a des secteurs stratégiques. Il y a aussi des secteurs, comme la santé, on sait que c'est important pour nous. On sait que les énergies renouvelables, c'est important pour nous. On sait qu'une maîtrise dans le digital, pour faire pièce aux GAFAM, c'est important pour nous. Donc on est amené aussi à choisir, de donner une certaine importance à des secteurs. Mais le tout, et c'est ce qu'on peut le faire, sans tomber dans les vieilles ornières de choisir telle firme plutôt que telle firme. Et là, il y a deux choses. D'abord, on peut avoir une politique pro-concurrence, c'est-à-dire de dire j'ai des critères objectifs de choix des secteurs. Je vais choisir des secteurs déjà concurrentiels ou déjà qui sont skill intensive, comme on dit en anglais, qui ont fort potentiel de croissance et qui utilisent déjà beaucoup de gens qualifiés. Donc on peut dire déjà j'ai des critères objectifs de choix des secteurs. Deuxièmement, je peux le faire sans donner tout à une seule firme. Je donne à plusieurs firmes, d'accord? Et je maintiens la concurrence autant que je peux. Donc des règles de gouvernance, des règles d'exit aussi. Si je vois qu'un investissement est mauvais,
j'ai des règles d'exit. Par exemple, ça peut être bon d'avoir un partenariat public-privé. L'État met de l'argent quand des privés mettent de l'argent, des banques de développement notamment. Donc ça, c'est des gouvernances. Les DARPA sont aussi un très bon vecteur, parce que le DARPA, c'est un mélange de haut en bas, de top-down, comme on dit en anglais, puisque l'argent vient des ministères, mais de bottom-up, parce que les chefs d'équipe ont une autonomie pour décider des projets, et ils sont très fortement contrôlés. Et donc ça fait que ça limite les possibilités de lobbying. Vous voyez, donc l'idée c'est de dire au début, donc il y avait de mauvais aspects de la politique industrielle, parce que ça biaisait la concurrence, et on a vu tout à l'heure que la concurrence est très importante pour la croissance par l'innovation, mais en fait on peut réconcilier politique industrielle et politique de la concurrence à condition d'avoir une bonne gouvernance. Philippe a dit l'essentiel, c'est que je pense qu'il faut effectivement peut-être repenser certains aspects de la politique de concurrence pour la rendre vraiment compatible avec l'innovation et pour que vraiment elle intègre dans sa philosophie l'innovation, peut-être ce qu'elle ne fait pas assez, puisque pour l'instant c'est vrai que c'est essentiellement de l'antitrust, mais il n'y a peut-être pas assez de prise en compte justement de ce côté innovation, et peut-être que cet enjeu-là pourrait être davantage pris en compte. Oui, et par exemple, pour continuer ce que disait Céline, c'est que par exemple, donc, on mentionne les travaux de ce collègue Richard Gilbert, qui est professeur à Berkeley, qui vient de sortir un livre, et il explique très bien, il dit voilà, par exemple, notamment la politique de la concurrence, elle décide si une fusion-acquisition est bonne ou pas bonne. Eh bien, il faut prendre, jusqu'à maintenant, on regarde ça de manière statique. Est-ce que ça augmente les parts de marché? On regarde parts de marché et les fusions de marché. Il faudrait davantage regarder, est-ce que cette fusion-acquisition, par exemple, on mentionnait tout à l'heure les GAFAM, qui faisaient Facebook ou d'autres, qui faisaient beaucoup de fusions-acquisitions, est-ce qu'elles ont inhibé ou pas l'innovation future et l'entrée future de nouveaux innovants? Et c'est là, ça devrait devenir de plus en plus le critère pour décider si oui ou non on autorise une fusion-acquisition, de prendre davantage en compte le côté dynamique, les implications sur l'innovation et l'entrée. Revenons à Schumpeter lui-même. Il avait ce pessimisme. Il disait, voilà, les innovateurs vont en fait devenir comme les Keiretsus japonaises ou les Chobols coréens. C'est-à-dire, il anticipait ça, que tout d'un coup, elles vont enserrer le système et tuer les innovations futures. Et effectivement, comme on le disait, les innovateurs ont les moyens d'acheter le système, d'accord, et de faire des collusions avec l'État. D'où l'importance de la société civile pour veiller à ce que ces collusions n'aient pas lieu. Et donc la société civile a un rôle de contrôle. Mais la société civile peut avoir plus qu'un rôle de contrôle. Par exemple, l'exemple de l'environnement. On a vu que pour l'environnement, eh bien, en fait, les consommateurs jouent un rôle très important pour inciter les entreprises à innover dans le vert. Donc il y a le rôle de l'État, qui est à travers les taxes carbone ou la politique industrielle, les centrales nucléaires ou les centrales hydrauliques ou les DARPA énergie, mais la société civile également a un rôle à jouer pour pousser les entreprises à aller plus dans le vert, avec le name and shame, c'est-à-dire de dire voilà, une entreprise qui pollue, je la monte du doigt, et moi je n'ai pas envie d'acheter des produits de cette entreprise. Ben ça commence à jouer un rôle très très important. Donc on voit vraiment le rôle du triptyque. On l'a vu aussi dans le Covid, vous savez, dans le Covid, l'État a été là pour assurer, c'est les entreprises qui vont trouver les vaccins et les traitements, mais la société civile aussi a un rôle très important à jouer, parce que les gestes barrières et les attitudes civiques, la société civile a joué un rôle très important. Partout là où on a contenu le virus mieux, c'était aussi parce que la société civile était très impliquée. Donc le triptyque est fondamental.